aujourd'hui parler d'un nouveau concept. Donc, en fait, c'est un concept en fait, les cours de 5, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 4 ans à peu près, la 5e année donc ne comportait pas de cours du tout en orthodontie. Tout le programme pédagogique était fait donc en 2e, 3e, 4e année. Et ensuite, donc, le CPRS orthodontie a décidé d'adjoindre certains cours, donc les cours que vous avez vus, qu'on est en train de faire cette année. Et parmi ces cours-là, on a ce qu'on appelle la réhabilitation neuro-occlusale, ou ce qu'on appelle communément la RNO. Alors, la RNO est un nouveau, enfin, il n'est pas nouveau, il est très ancien, il date des années 70, mais en fait, il a été introduit récemment dans votre programme, parce que c'est un concept innovateur, d'accord, qui fait partie du courant fonctionnaliste. Vous savez très bien qu'il y a 2 courants de pensée concernant la thérapeutique. Les courants génétiques qui estiment que tout, alors surtout je parle des anomalies orthopédiques, hein, pas des anomalies dentaires, donc ce sont des anomalies fixées génétiquement et donc on ne peut pas les traiter, alors que pour d'autres, la fonction, donc créer l'organe, et donc c'est la fonction qui va permettre de traiter ces différentes anomalies. Alors, la RNO, ou bien la réhabilitation neuro-occlusale, donc le développement de l'individu, comme je vous l'ai dit, est sous la dépendance de son génome et aussi des stimuli paratypiques des fonctions et du milieu environnant. Si l'intervention au niveau du génome est encore impossible, on ne peut pas intervenir au niveau de la génétique, enfin, pour l'instant. Donc, par contre, on peut influencer le milieu environnemental. Au besoin, même modifié. Le phénotype d'un individu sera donc le résultat de la combinaison de la fonction génotypique et des stimuli paratypiques. La réhabilitation neuro-occlusale se base sur plusieurs théories décrites par Planas, qu'on va voir ensemble, pour réhabiliter la fonction de mastication. Alors, la RNO concerne essentiellement la mastication. Elle ne concerne pas les autres fonctions. Il y a une interrelation, bien sûr, avec les autres fonctions. Mais la base, que ce soit la base diagnostique ou thérapeutique, concerne la mastication. Et c'est ce qui va permettre, selon Planas, de diriger les processus de croissance vers une normalisation morphologique. Alors, c'est quelque chose de très, très complexe. J'ai essayé donc de vous le simplifier dans ce cours, d'accord? Donc, il faut juste comprendre l'idée générale et certaines lois de Planas qu'on va voir ensemble. Alors, Planas, c'est ce monsieur que vous voyez, que vous visualisez au niveau de votre diapo. Donc, c'est un très grand savant espagnol, d'accord, qui a mis en place justement le concept de réhabilitation neuro-occlusale. Ensuite, c'est son fils, donc, qui a aussi repris le flambeau. Et il est à la tête, donc, actuellement de l'association de la réhabilitation neuro-occlusale. Alors, en fait, il faut savoir que selon Planas, donc la respiration, la mastication, a un rôle très, très important à jouer dans le développement ou bien dans la croissance de notre face. Il faut savoir que la mastication est la fonction qui développe le plus de force, d'accord? On arrive au niveau molaire à 70 kilos. D'ailleurs, quand vous vous mordez la langue ou en mangeant, on éprouve donc une douleur vraiment insupportable qui est justement due à l'importance des forces délivrées par la fonction de mastication. Donc, ceci nous donne une idée sur le fait, donc, si la mastication est bien réalisée, donc si vous avez 70 kilos qui sont dirigés dans le bon sens, tant mieux, la croissance va être harmonieuse. Par contre, je vous laisse imaginer si vous avez 70 kilos de force, mais qui sont orientés dans la mauvaise direction, ça va entraîner une cascade d'anomalies, qu'elles soient orthodontiques ou bien orthopédiques. Et justement, selon Planas, toutes les anomalies qu'on rencontre, c'est-à-dire tout ce qui est anomalies, donc DDM, orthopédie, classe 2, classe 3, etc., selon lui, sont dues à une incompétence de la mastication ou bien une incompétence du système masticatoire. Alors, il faut savoir que le mode alimentaire que nous avons donc a beaucoup changé. D'accord? En fait, ça commence dès le jeune âge. Donc, en fait, nos bébés prennent quoi? Ils prennent d'abord le biberon. Donc, déjà, nous avons donc le lait maternel qui a été remplacé petit à petit par le lait artificiel. Je ne parle même pas des bienfaits chimiques du lait maternel. Ça, c'est un autre volet. Aujourd'hui, on va parler du bienfait mécanique de l'allaitement, c'est-à-dire le fait que le bébé prenne le téton de sa maman, tire le lait de lui-même. D'ailleurs, très souvent, les bébés qui tètent
juste après la tétée, ils s'endorment. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement fatigués, parce que les muscles buccinateurs ont travaillé, parce que l'orbiculaire des lèvres a travaillé pour réaliser cette étanchéité antérieure. Et donc, tout de suite après cette action mécanique, le bébé va automatiquement s'endormir parce qu'il a développé une force importante. Cette force développée par les muscles orofaciaux, et plus précisément les masséters, les temporaux, l'orbiculaire des lèvres, va permettre une croissance harmonieuse de l'os sous-jacent. En fait, si le muscle est actif, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre au maxillaire, à la mandibule, aux différents os de la face de s'accroître d'une manière normale. C'est comme quand on fait du sport. Quand on fait du sport, donc on va exercer donc une force par les muscles, et ben les os aussi se développent, d'accord. Et d'ailleurs, les études ont montré, par exemple, chez les joueurs de tennis, les os donc du bras sont beaucoup plus développés que chez le reste donc des humains. Et donc ça a une influence très très importante. C'est pour ça que quand on prend par exemple des squelettes donc des hommes qui vivaient bien avant nous, d'accord, on voit que chez ces squelettes, il n'y a pratiquement pas de chevauchement dentaire. La dent de sagesse était toujours présente. D'accord? Et ça, c'est dû au mode alimentaire. L'homme d'avant, donc quand je dis avant, ça peut même être avant l'apparition, par exemple, du feu. Donc, ils étaient obligés de manger de la viande crue. Les aliments n'étaient pas cuits. Donc, tout cela va stimuler le système masticatoire. Quand je dis le système masticatoire, il n'y a pas que les muscles, les ATM, les muscles, les dents. Et donc, on voyait donc aussi que les dents étaient abrasées d'une manière beaucoup plus prononcée que ce qui y est même actuellement. Et donc, cette activité normale de l'appareil masticatoire permettait ainsi un hyperdéveloppement donc des muscles et un développement normal des mâchoires. Si la mâchoire se développe normalement, les dents vont pouvoir donc s'aligner et vont trouver place au sein de leur arcade. Et même la dent de sagesse avait le privilège d'avoir de la place pour pousser. Actuellement, donc certains auteurs estiment que l'inclusion de la DDS n'est donc c'est une évolution phylogénétique de l'être humain par rapport à son mode alimentaire. Et dans quelques années, peut-être, le germe de la dent de sagesse va tendre à disparaître parce que l'être humain ne l'utilise plus. Chez beaucoup des patients, elle va rester incluse toute la vie. Et donc, ça, c'est dû justement à ce changement de mode alimentaire. Et ensuite, après le biberon, à partir de 6 mois, où on est obligé d'introduire l'alimentation, qu'est-ce qu'on va introduire? Au lieu d'introduire des aliments solides, on va introduire des purées, des compotes, d'accord? Donc, au lieu de donner une pomme à l'enfant, on va lui donner une compote. Au lieu de lui donner de la viande, on va lui donner un steak haché, etc., etc. Et ça, c'est très mauvais. Il ne faut pas remonter au temps donc, de l'homme de Néandertal. Hein. Regardez juste nos mamans, nos grands-mères, enfin, je parle pour ma mère, vous, peut-être, c'est un peu plus récent, mais par exemple, nos grands-parents n'avaient pas donc il n'y avait pas à l'époque le bras mixeur, etc. Donc, on ne mixait pas systématiquement tous les aliments. On essayait de couper, c'est vrai, pour les petits-enfants, surtout avant la mise en place de la denture temporaire complète. Donc, on coupait en petits morceaux, mais quand même, on laissait à l'enfant donc cette action masticatoire. Donc, on lui donnait un bout de pain. C'est pas comme maintenant, on lui donne des boudoirs, etc. Il n'y a aucun mouvement masticatoire à faire. Donc, ça, c'est déjà par rapport à l'enfant. Maintenant, quand on parle de l'adulte, donc, essayez juste de fermer les yeux et de penser, est-ce que vous avez mangé, par exemple, on va dire, juste ces 3 derniers jours? Donc, on va se rendre compte rapidement que c'était des aliments de consistance molle. Donc, pratiquement, ce qu'on mange, nous, enfin, les Algériens, d'une manière donc générale, donc c'est soit des pâtes, soit du couscous. Bon, il y a aussi le fast-food. Soit c'est des tagines, mais aussi donc là, les aliments sont cuits dans une cocotte, donc ils sont hyper cuits, ils n'ont aucune consistance. Et c'est ça notre alimentation quotidienne, qu'on le veuille ou pas. Ça nous arrive de temps en temps de manger des crudités. D'accord? Mais même dans ce cas de figure, la salade, la laitue, c'est pas des aliments durs. Donc, si on mange de la laitue, c'est des feuilles. Moi, je vous parle d'une consistance beaucoup plus dure, comme par exemple manger des navets, du céleri, des carottes crues, etc. Donc, en fait, le mode alimentaire a complètement changé. Et donc, c'est ce mode alimentaire qui a entraîné donc un handicap de notre système masticatoire. Ça veut dire que les muscles, les ATM, la langue, les dents sont là pour essentiellement, donc la cavité orale, bien sûr, il y a l'exercice d'autres fonctions
Mais il y a aussi la fonction de mastication. Et cette fonction de mastication, les éléments qui nous permettent de réaliser cette fonction de mastication ont complètement perdu leur rôle essentiel, qui est justement le fait de broyer les aliments. Et donc, ceci a entraîné, selon Planas toujours, d'accord, donc une cascade de réactions. Et donc, il y a eu ainsi l'apparition des malpositions dentaires et des malpositions orthodontiques, etc., etc. Ok, donc c'est ça à peu près l'idée de Planas. C'est selon lui notre mode alimentaire qui a entraîné l'apparition des malpositions. Et donc, bien sûr, Planas privilégie l'alimentation de consistance dure, d'accord. Là, je vous ai mis des fruits et légumes, mais il y a aussi la viande. Mais la viande doit être mangée telle qu'elle est, sans pour autant donc la hacher ou autre chose, d'accord. Donc normalement, on est amené à manger, à utiliser notre système masticatoire pour pouvoir dégrader donc ces éléments et les transformer en bolus alimentaire. Le bolus alimentaire, c'est une fois mastiqué, c'est cette masse donc qui est formée par la salive et par le broiement des aliments. Mais la plupart de nos aliments sont déjà, avant même d'être ingérés, ont la consistance d'un bolus alimentaire. Donc, Planas conclut que tous les problèmes de notre système stomatognatique, sauf rares exceptions, donc quand il s'agit de grands syndromes, etc., ont pour cause l'impotence fonctionnelle masticatrice, provoquée par l'insuffisance des contraintes mécaniques engendrées par notre régime alimentaire civilisé. La thérapeutique consistera donc à réhabiliter la fonction de mastication, qui est seule à produire des excitations nerveuses suffisantes pour entraîner une réponse de développement. Jacqueline Kolff, donc, qui a beaucoup travaillé sur la théorie de Planas, estime que c'est la restauration de la physiologie de l'appareil manducateur qui va permettre de régler tous ces problèmes. Alors, on va voir quelques principes. En fait, Planas a un très grand livre, si vous voulez, donc très gros livre, si vous voulez le lire, d'accord, où il explique toute cette théorie avec plusieurs lois. Donc, on a essayé donc de retenir, j'ai essayé de retenir juste les lois les plus importantes pour que vous puissiez comprendre le principe de son diagnostic et de sa thérapeutique. En fait, il y a plusieurs lois donc, qui régissent ce principe de RNO. Parmi les lois qu'on peut citer, nous avons ce qu'on appelle la loi de la hauteur minimale. En fait, Planas estime que la DV minimale correspond toujours à l'intercuspidie maximale, c'est-à-dire à l'occlusion fonctionnelle. En fait, la nature ou bien l'homme, dès qu'il y a quelque chose, ça peut être une interférence, ça peut être une douleur, n'importe quoi, qui va l'empêcher d'avoir un maximum de contact au niveau de toutes les dents, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévier à droite, à gauche, avancer sa mandibule, etc., etc., pour obtenir un maximum de contact. C'est comme ça, c'est un réflexe. L'homme ferme les deux arcades de telle sorte à avoir un maximum de contact au niveau de toutes les dents. C'est justement pour pouvoir soulager les dents, pour qu'il n'y ait pas une seule dent en surcharge occlusale. Alors, quand ceci est possible juste en ICM, c'est tant mieux, c'est le but recherché. Mais très souvent, le patient n'arrive pas à obtenir ce contact sur toutes les dents en ICM. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de retrouver l'occlusion qui lui procure le maximum de contact. Et dans cette occlusion-là, il va parfois donc dévier. Donc là, vous voyez que, regardez, c'est ça l'occlusion centrée de notre patient. C'est comme ça que les dents devraient se rencontrer. Mais dans ce cas de figure, regardez, il y a un point de contact ou une prématurité au niveau de notre incisive latérale. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le patient? Instinctivement, il va chercher le contact dentaire qui lui procure le minimum de DV. Et là, on a ce qu'on appelle une occlusion fonctionnelle, mais dans ce cas de figure, c'est une occlusion pathologique parce que l'occlusion fonctionnelle ne correspond pas à la RC et vous savez tous que la RC doit correspondre à l'ICM ou bien on peut tolérer un minimum donc de 1 à 2 mm maximum de décalage. Alors, il y a aussi les angles fonctionnels masticatoires de Planas, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ou ce qu'on appelle les AFMP. Les AFMP, ce sont des angles qui vont objectiver les latéralités de notre patient. D'accord? Donc, comment on va les calculer? Donc, en partant de la position d'ICM. L'AFMP, ça va être l'angle formé par la trajectoire du point interincisif inférieur, d'accord? Par rapport à une ligne horizontale.
comme ça. Regardez, là, vous les voyez mieux, d'accord? Donc, on va tracer une ligne horizontale qui généralement correspond au plan d'occlusion supérieur. Ensuite, on va voir le trajet qu'effectue voilà le point interincisif, parce que là, on le voit bien comme il y a un diastème interincisif. Donc, on va demander au patient d'aller à droite, de repartir ensuite en ICM et ensuite de repartir à gauche. Et on va dessiner le mouvement qui a été effectué par le trajet de notre point interincisif. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas toujours évident pour les patients de réaliser ces mouvements. Dès que vous allez demander à votre patient donc de réaliser ces mouvements, il y en a qui le font sans aucun problème. Pour d'autres, il va avoir une difficulté à le faire, par exemple, à droite ou à gauche. Ou bien, par exemple, il y a une facilité d'un côté, alors que de l'autre côté, vous sentez que le patient n'arrive pas à ramener sa mandibule. Déjà là, ça peut vous aider et vers donc le fait qu'il y a un obstacle qui l'empêche d'aller à droite, par exemple. Ce patient a beaucoup plus l'habitude d'utiliser la droite que la gauche. Donc, automatiquement, il y a un obstacle qui va l'empêcher de prendre le côté gauche, par exemple. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le patient, quand il est en classe 1, une canine molaire, ses mouvements sont très faciles à réaliser. D'accord? Par contre, quand on est dans le cas d'une classe 2, d'une classe 3, automatiquement, il va y avoir des obstacles occlusaux. D'accord? Parce que c'est des interférences donc, qui vont empêcher le patient d'aller vers ces mouvements de latéralité. Donc, quand on réalise un mouvement de latéralité droit, il y a des contacts travaillants, mais aussi des contacts non travaillants. Et ça, c'est une autre différence que Planas a par rapport à d'autres concepts de l'occlusion. On vous a toujours appris que quand, par exemple, on va dévier en latéralité droite, il y a un contact donc du côté droit qui peut être soit une fonction canine, soit une fonction de groupe, mais de l'autre côté, il ne doit pas y avoir de contact. C'est vrai, on vous a toujours dit ça. Ça, c'est le concept gnatologiste. C'est le concept qui est réalisé à la base pour réaliser des prothèses amovibles totales. D'accord? Planas estime donc que ce mouvement est correct au début. D'accord? C'est vrai qu'au début, après l'éruption des canines, quand la canine est très pointue, il n'y a pas de contact du côté non travaillant. Par contre, avec l'usure des dents et donc avec l'action de la mastication, cette canine va donc s'abraser petit à petit. Et donc, normalement, selon Planas, il doit apparaître de l'autre côté des contacts. Donc, en fait, Planas estime que lors des latéralités, on doit avoir des contacts sur toutes les dents, à droite et à gauche. D'accord? Donc, si la mastication est physiologique, autrement dit, elle est unilatérale alternée, selon Planas, donc la mastication doit se faire à droite, ensuite à gauche, à droite, ensuite à gauche. Donc, c'est ce qu'on appelle, elle est unilatérale, elle n'est pas bilatérale. On ne peut pas mastiquer des deux côtés en même temps. On ne peut pas, c'est impossible. On a un côté travaillant et un côté non travaillant. Donc, un cycle masticatoire, le côté travaillant, il est à droite. Ensuite, l'autre cycle, il va passer à gauche et ainsi de suite. Quand on a une mastication unilatérale alternée, les angles fonctionnels doivent être égaux, doivent avoir la même taille. Ça veut dire que quand je vois la trajectoire de mon angle fonctionnel, de mon AFMP, il doit être le même à droite et à gauche. D'accord? Est-ce que vous voyez? Oui, madame. Même quand je passe les diapos, vous arrivez à voir? Oui. Comme ça, là, vous arrivez. Alors, donc, je vous ai dit que les AFMP droit et gauche doivent être égaux. OK? Alors, quand on a un AFMP qui est d'un côté plus gros que de l'autre, regardez déjà le fait de voir déjà votre patient, qu'est-ce qu'il présente? Il y a une supraclusie très importante. D'accord? Donc là, déjà, vous savez que ce patient ne peut pas passer en latéralité normalement. Il va avoir un problème quelque part. Donc, vous allez lui demander de faire passer à droite et à gauche. Regardez. Le côté droit, la latéralité droite donc est très ouverte, alors que la latéralité gauche, est très fermée. Donc, on a des angles inégaux ou bien on a des AFMP qui sont inégaux. Selon vous, de quel côté mastique le patient? Alors là, c'est écrit en gros, la mastication s'effectue toujours du côté de l'AFMP le plus petit. Si vous avez une inégalité entre les deux AFMP, la mastication se fait toujours au niveau de l'AFMP le plus petit. Donc, dans ce cas de figure, le patient possède une mastication unilatérale gauche. Pourquoi? Parce que c'est le côté le plus petit où il y a eu une abrasion.
où le patient peut sortir en latéralité facilement. Côté gauche, regardez, pour passer en latéralité, le patient est obligé de baisser d'une manière beaucoup plus importante sa mandibule pour sortir en latéralité. Donc, il a tendance à rechercher la facilité et il va se mettre uniquement à mastiquer du côté gauche. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième loi de Planas. Il faut savoir que la mastication se fait toujours du côté de l'AFMP le plus petit. Quand vous demandez à votre patient de faire ça, c'est latéralité. Si vous voyez déjà qu'il bloque par rapport à un côté, il faut savoir que ce côté, déjà, il n'a même pas l'habitude d'utiliser. Ensuite, il va faire l'effort pour l'examen et vous allez voir que l'AFMP est très grand de ce côté-là. Donc, automatiquement, la mastication se fait à gauche. Alors, l'AFMP, il faut savoir, certains de vos camarades me disent, madame, l'angle, il doit être de combien? Il n'y a pas une valeur comme ça, 60, 50, 45 degrés. Il n'y a pas une valeur précise. Ça dépend de la morphologie dentaire de chaque patient. Mais il y a des règles, d'accord, ou bien ce qu'on appelle le principe d'évolution de l'AFMP avec l'âge. Il faut savoir que à l'âge de 3 ans, qui correspond à la mise en place de la denture temporaire, les AFMP sont grands. Ça nous importe peu qu'ils soient grands ou petits. L'essentiel, à cet âge-là, il faut qu'ils soient légèrement grands et surtout symétriques. Pourquoi ils sont grands? Parce que la denture temporaire, elle vient de faire son éruption. Ensuite, il faut laisser le temps à cette denture temporaire de s'abraser, de s'habituer donc avec les aliments. Et vous voyez, à 5 ans, les AFMP sont sont moins importants qu'à 3 ans. C'est l'effet de l'abrasion. Donc, à 5 ans, si votre patient, vous lui demandez de faire des latéralités et que vous voyez qu'il a tendance à avoir des gros AFMP, même s'ils sont symétriques, c'est pas normal. Ça veut dire que votre patient n'a pas des latéralités qui sont faciles. Il y a des interférences quelque part. Ensuite, à 6 ans, avec l'apparition des dents de 6 ans et des incisives inférieures et supérieures, le changement de denture, l'AFMP va encore augmenter. Et ensuite, cette AFMP, avec l'usure, donc après, regardez, il y a l'apparition des canines. C'est là où l'AFMP atteint son maximum, c'est avec l'apparition des canines. Ensuite, la même chose, si l'appareil fonctionnait, si la mastication est normale, d'accord, les canines et les dents vont se mettre à s'abraser petit à petit. Et donc, à 30 ans, l'AFMP va diminuer et il va encore diminuer davantage à 60 ans, etc., etc. Bon, là, à 80 ans, normalement, on doit avoir automatiquement donc des AFMP presque plats, d'accord? Tellement les dents se sont abrasées. Donc, en fait, c'est le schéma, selon Planas, qui estime, ce qu'il faut retenir, c'est que votre AFMP va évoluer, au gré du changement de denture et au gré surtout de l'abrasion de notre denture. Et ça, c'est physiologique. On ne peut pas avoir des AFMP à 30 ans qui soient aussi grands qu'à 14 ans. C'est pas normal, d'accord? Alors, ce qu'on appelle la mastication en ouverture-fermeture. Là, donc, quand on a je vous ai dit au début que la mastication physiologique est une mastication unilatérale alternée. Ça, c'est la physiologie. La pathologie, c'est quoi? Soit elle est unilatérale exclusive, ça veut dire en latérale exclusive, soit ce qu'on appelle la mastication en ouverture-fermeture. Là aussi, donc, c'est une anomalie de la mastication parce que normalement, la mastication, c'est un mouvement de broiement. D'accord? On broie les aliments. Ça veut dire que ça doit être un mouvement horizontal, beaucoup plus que vertical, et non pas le contraire. Alors que pour certains patients, donc comme il n'y a pas une abrasion suffisante des cuspides et des dents, ils n'arrivent pas à aller horizontalement. Donc, ils ont tendance à avoir des cycles masticatoires verticaux. Là aussi, c'est pathologique et on appelle ça la mastication en ouverture-fermeture. La mastication en ouverture-fermeture ou en mouvement de Walter sert à mastiquer des aliments mous. Et ça, c'est justement dû à notre mode alimentaire. Donc, le fait d'ouvrir et de fermer la bouche sans passer en latéralité ne va pas créer de stimuli nécessaires à un développement normal du système stomatognatique. Le résultat se traduit par une rétromandibulie parce que la mandibule, elle reste toujours en arrière. Elle ne va pas à droite et à gauche. Donc, elle ne va pas se développer. Si elle ne va pas se développer, on n'aura pas assez de place pour accueillir toutes les dents et donc on peut avoir une DDM, une supra, une birétroalvéolie, etc. Donc là, regardez, ça c'est un cycle masticatoire normal avec des aliments durs. D'accord? Ça veut dire que pour mastiquer, on est obligé de passer en latéralité, d'ouvrir un petit peu et de repartir. Alors qu'avec des mouvements, des aliments mous,
Il ne nécessite pas une grande force masticatoire. Un aliment mou, donc, va être ingéré directement. Donc, il faut juste ouvrir et fermer. Et dans ce cas-là, on ne va pas broyer les aliments, mais on va juste donc les écraser. Et dans ce cas de figure, on va avoir des AFMP très verticaux, même à un âge plus avancé. Parce qu'il n'y a pas de broiement, d'accord, des cuspides, et donc mes AFMP vont toujours rester très verticaux. Il y a aussi donc ce qu'on appelle le syndrome de mastication unilatérale dominante, quand on a un côté masticatoire qui prédomine par rapport à l'autre. Donc, tant que l'enfant est jeune, c'est beaucoup plus donc une anomalie fonctionnelle ou ce qu'on appelle une latérodéviation fonctionnelle. Alors que si ce type de mastication n'est pas traité et que le patient continue à mastiquer uniquement des deux côtés, ben, les anomalies fonctionnelles vont se transformer en anomalies osseuses et ça va s'anatomiser, nous donnant ainsi une latérognathie vraie, donc où on aura donc une asymétrie de toute la face, tant au plan osseux, au niveau des articulations, mais aussi au niveau des muscles. OK ? Donc ça, c'était déjà sur le principe. Donc pour comprendre c'est quoi la RNO, comprendre comment établir un diagnostic, donc vous voyez que tout est basé sur la mastication. Maintenant, on va voir le volet thérapeutique que propose Planas. Qu'est-ce qu'il propose pour justement traiter cette impotence dans notre système stomatognathique? Tout d'abord, la prévention, d'accord? Donc, selon lui, d'abord, on doit commencer, bien sûr. Alors, 80% des traitements réalisés par Planas sont des traitements qui sont réalisés à l'âge, plutôt chez l'enfant. D'accord. Il fait aussi donc des traitements chez l'adulte, mais il concerne beaucoup plus la restauration prothétique, d'accord, pour pouvoir retrouver une mastication correcte. Mais si on veut avoir des résultats, c'est très très précocement. Selon lui, il peut réaliser même des traitements à l'âge de 4 ans, d'accord. Donc il commence très précocement. D'abord, bien sûr, il faut commencer par la prévention. On a parlé au début donc du bienfait de l'allaitement maternel. Je parle de l'action d'allaiter ou bien l'action de téter, sans parler des bienfaits chimiques du lait maternel, d'accord? Donc, Planas insiste sur l'allaitement maternel. Selon lui, donc, le biberon est vraiment à éviter, d'accord? Ou bien on peut introduire le biberon une fois que le bébé donc commence à faire ses dents et commence à manger, d'accord? Donc, lui privilégie donc l'allaitement maternel jusqu'à 1 année ou bien jusqu'à l'apparition des incisives inférieures. Et vous voyez que ça correspond tout à fait à notre religion. Nous aussi, donc, on privilégie l'allaitement jusqu'à l'âge d'1 année, 2 ans, voire même donc 2 ans. Et c'est ce qui correspond justement à la mise en place de toute la denture temporaire. Alors, ensuite, privilégier une alimentation plus consistante chez le jeune enfant. Il ne faut plus donner de boudoir ou ce qu'on appelle de langue de chat imbibée à l'enfant. Il faut lui donner un morceau de pain, le laisser se débrouiller avec. Il ne faut plus donner de la compote de pommes, mais donner une pomme sans l'éplucher, sans la couper, sans rien. Il ne faut pas couper en petits morceaux. Il faut qu'il apprenne à se débrouiller avec ses muscles pour pouvoir mastiquer, pour pouvoir manger les différents aliments. Et donc, si vous avez des enfants, je ne sais pas normalement à votre âge, mais ou dans votre entourage, des neveux, etc. Donc, il faut insister avec les parents et leur dire il faut pas s'inquiéter. Le patient, le bébé ne va pas s'étouffer. Donnez-lui un morceau de pomme, bien sûr, il faut qu'il ait quand même quelques dents pour pouvoir manger, mais ne coupez pas comme ça les différents aliments en petits morceaux. Ça va stimuler ses muscles et son système stomatognatique. Deuxième type, c'est les meulages sélectifs. Alors, si bien sûr, on voit qu'il y a des interférences, très souvent, ce sont les canines pointues en denture de lait qui ne s'abrasent pas parce que justement, cette pointe, en fait, c'est un cercle vicieux. La canine ne va pas s'abraser parce que le patient a des mouvements, il n'a pas des mouvements de broiement, mais il a des mouvements d'ouverture et de fermeture. Et inversement, le fait donc qu'il y ait ces mouvements, ça ne va pas permettre donc de manger donc des aliments durs et ainsi de suite, ça ne va jamais s'arrêter. Donc là, on peut parfois réaliser des meulages sélectifs pour éliminer certaines prématurités qui empêchent nos patients d'aller en latéralité. D'accord? Donc, vers 2-3 ans, on peut meuler, mais sans toucher à la DV. D'accord? Généralement, ce sont les versants distaux des canines inférieures. Puis, en latéralité, on touche aussi au bord mésial des canines supérieures pour rendre l'AFMP plus petit et permettre ainsi d'améliorer la fonction de mastication. En fait, plus on diminue les pans cuspidiens au niveau canin, plus le patient pourra faire ses latéralités facilement. D'accord? Il n'aura pas besoin d'ouvrir la bouche pour le faire.
Alors, tout ça, ça rentre dans le domaine de la prévention. D'accord? Alors, ensuite, si l'allaitement, les meulages, etc. ne donnent pas, là, il faut passer à la thérapeutique. Donc, dans sa thérapeutique, Planas n'utilise ni braquettes, ni fil, ni rien du tout. Il utilise ce qu'on appelle les pistes de Planas. Alors, les pistes de Planas, on va les voir ensemble. Ce sont des dispositifs qui vont rééquilibrer la fonction masticatoire. Et en rééquilibrant la fonction masticatoire, Planas estime que nous allons rétablir donc une croissance harmonieuse. Alors, on a ce qu'on appelle les pistes directes et indirectes. Les pistes directes, c'est quoi? C'est de la résine c'est de la cire, c'est de la résine ou bien du composite qu'on va coller directement sur la dent. D'accord? Pour corriger un inversé d'articulé ou bien augmenter un FMP, etc. Donc, c'est le contraire du meulage. En fait, Planas va corriger la mastication par deux méthodes. Soit, dans certains cas, il faut soustraire, il faut enlever des interférences, etc. Soit, dans d'autres cas, au contraire, il faut rajouter pour offrir un meilleur guide en latéralité ou bien antérieurement, etc. C'est ce qu'on appelle les pistes directes. Dans d'autres cas, c'est ce qu'on appelle les pistes indirectes ou ce qu'on appelle les plaques à piste. Ce sont généralement des plaques, d'accord, qui sont toujours bimaxillaires. D'accord? Donc là, quand vous voyez, on a l'impression que c'est des plaques, comme vous avez l'habitude de les voir normalement. Mais en fait, regardez, quand on voit la coupe frontale, on se rend compte vite que les dents ne rentrent pas en contact et que ces plaques comportent des pistes que vous voyez ici. Ici, c'est horizontal. D'accord? Regardez, là, là. Et quand je vais mettre le haut avec le bas, eh ben, les dents ne vont pas se toucher, mais ça sera les plaques qui vont se toucher à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rétablir nous-mêmes l'occlusion de notre patient, l'occlusion physiologique de notre patient. D'accord? Donc, les pistes vont se toucher à ce niveau-là. Bien sûr, ces appareillages sont réalisés sur un articulateur semi-adaptable. On doit avoir la DD du patient, d'accord? Et selon, bien sûr, l'anomalie en présence, on va privilégier une orientation soit horaire ou bien anti-horaire de notre plan d'occlusion. Si, par exemple, nos patients présentent une classe 3, on va orienter les pistes en direction horaire et on va commencer à meuler petit à petit, donc tout en imprégnant le patient de ce mouvement ou bien de ce plan occlusal anti-horaire, jusqu'à ce que les dents se touchent et gardent toujours ce même plan d'occlusion. Quand on a une supra, donc, on va mettre ce qu'on appelle un équiplant antérieur qui va permettre une désocclusion postérieure. Il va y avoir une égression progressive de mes secteurs postérieurs jusqu'à ce que la supra diminue et ainsi de suite. D'accord? Bien sûr, ces plaques vont pouvoir donc comprendre selon les cas des vérins. D'accord? On peut avoir par exemple un vérin si on a un problème de DDM. Donc, ceci va permettre donc une expansion. On peut avoir des équipements, etc. On peut introduire plusieurs autres accessoires. D'accord? Donc, vous avez compris le principe. Hein? Ce sont des plaques qui vont reconstituer le plan d'occlusion et les dents du patient ne vont plus rentrer en contact. Et c'est au fur et à mesure des mouvements masticatoires que le patient va retrouver une fonction masticatoire normale et des contacts normaux. OK, c'est clair? Donc là aussi, regardez, c'est un autre cas, toujours donc de piste. Donc là, on vous a montré ici en orange que, en fait, il y a des pistes qui vont, regardez, voilà la plaque inférieure, voilà la plaque supérieure. Et quand le patient il mord, le contact il est à l'intérieur. Et là, regardez, on fait passer du papier bleu, on va enlever toutes les interférences. Et petit à petit, l'adaptation des dents va se faire selon ce nouveau plan occlusal. Alors, chez l'adulte, je vous avais dit que la plupart des traitements orthopédiques, plutôt donc chez Planas, concernent le traitement chez l'enfant, mais il arrive parfois donc que ces thérapeutiques soient utilisés beaucoup plus longtemps ou bien chez des sujets où on a eu une récidive, d'accord? Donc, c'est la même chose, c'est le même principe. On va utiliser les meulages, mais cette fois-ci avec prudence, comme le disait Planas. Un meulage sélectif bien fait, par exemple, à 2 ans, peut sauver une bouche pour la vie. Mais il ajoute aussi qu'un meulage sélectif mal fait est plus préjudiciable que ne pas du tout traiter le patient. C'est-à-dire les meulages sélectifs, il faut savoir les faire.
Soit on sait faire un meulage et on le fait. Actuellement, il y a toute une spécialité qu'on appelle l'occlusodontie, d'accord, qui normalement, même nous, après un traitement orthodontique, on doit envoyer nos patients chez l'occluso pour réaliser une équilibration occlusale, parce que si on réalise un mauvais meulage, on va vraiment porter préjudice à l'occlusion de notre patient et c'est plus grave que de ne pas meuler du tout. Donc, en cas de déséquilibre occlusal, il faudra tout d'abord rechercher à éliminer la double occlusion et vérifier l'égalisation des AFMP. Et pour les cas les plus complexes, il faudra y adjoindre des prothèses fixes ou mobiles afin de retrouver un plan occlusal équilibré, seul capable de redonner à des patients perturbés une mastication physiologique. Donc, c'est le même principe chez l'adulte, mais les moyens vont un petit peu différer, d'accord? Donc, on utilise des prothèses, on utilise des meulages, on peut aussi utiliser des pistes directes chez l'adulte ou bien des restaurations pour rééquilibrer la fonction occlusale. D'accord? Et je termine en résumant. Donc, en fait, Planas résume très bien le travail du système masticatoire. Alors, selon lui, il estime que qu'une denture qui ne fonctionne qu'avec des mouvements d'ouverture et de fermeture en occlusion centrique, c'est comme un individu qui, pour se déplacer, va sauter à pieds joints. Ça veut dire qu'il ne va pas marcher, il va sauter pour se déplacer. Alors, une denture qui fonctionne unilatéralement uniquement est comme un individu qui chemine à cloche-pied, ça veut dire qu'il va marcher sur un seul pied. Mais si la denture fonctionne alternativement de manière équilibrée à droite et à gauche, elle est comme l'individu qui va cheminer avec ses deux pieds l'un après l'autre. Les deux se compensent et chacun dépend de l'autre. Ils font le même effort pendant des temps identiques. C'est cette façon que nous devons proposer à nos patients. Pour cela, il faut obtenir le plus tôt possible l'équilibre occlusal grâce à une mastication unilatérale alternée et donc maintenir cet équilibre durant toute la vie. Et donc, cette image-là vous permet de bien visualiser parce qu'en fait, notre système masticatoire comprend deux côtés et là, Planas explique très bien donc l'intérêt d'avoir une mastication unilatérale alternée. C'est comme le fait d'avoir donc deux pieds et d'utiliser les deux pieds d'une manière identique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, j'espère que vous avez saisi le principe et c'est le but du cours. Donc, c'est saisir le principe de cette philosophie et de comprendre comme ça, grosso modo, les principes de diagnostic et de traitement de cette thérapeutique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Je suis à votre écoute. Normalement, il n'y a pas, madame. Normalement, c'était clair. C'était clair? Oui. C'est bon? Pas de questions? Oui.